tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. C'est déjà le 10e épisode cette semaine et comme toutes les semaines, on se retrouve avec Antoine. Bonjour Antoine, comment ça va? Salut David, écoute, ça va bien, hein, c'était une semaine très chargée. On va y revenir bien évidemment. Et effectivement, c'était fin de semaine, fin du mois de juillet, vraiment très chargé en termes de résultats d'entreprise, banque centrale. Et donc, il y a eu beaucoup de travail cette semaine. Ouais, en effet, hein, c'était la fin du premier semestre, la fin du deuxième trimestre. Donc, Ouais. on a eu justement toutes les entreprises qui ont publié, notamment en France. On a eu une grande majorité des entreprises, aux US aussi, avec les principales entreprises détenues par les particuliers, hein. On peut penser notamment à Meta, à Google et à Microsoft. Et alors les résultats sont plutôt corrects pour et même plutôt salués pour Google et Meta, mais un peu moins bons pour Microsoft. Qu'est-ce que tu as retenu toi des résultats de ces trois géants? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que c'était une semaine à haut risque, hein, puisque quand on est dans les publications de résultats, on a pas mal de volatilité. En plus, étant donné qu'on est en période estivale, hein, donc il y a moins d'opérateurs, donc moins de volume. Et qui dit moins de volume dit plus de volatilité. Et donc, on l'a vu d'ailleurs à la séance d'hier. Alors, on enregistre ce podcast un vendredi 28 juillet. Et la séance d'hier, jeudi, c'était très volatile, hein. On a un Nasdaq qui a ouvert à plus 2, qui a fini à moins 0,5. Et finalement, il n'y a pas trop de direction prise par les marchés. Alors, effectivement, comme tu le disais, les résultats des entreprises américaines a vraiment bien commencé. Et on a eu trois des plus importantes, donc Google, Meta, anciennement Facebook, et Microsoft. Et effectivement, Google et Meta ont plutôt été salués en bourse, ont plutôt surpris positivement. Notamment, alors Google, après un début d'année difficile, a redressé la barre, hein. Ses revenus, donc son chiffre d'affaires a été en hausse de 7%. Il s'est établi à 75 milliards de dollars. Et l'action a bondi de 6%. Effectivement, c'est essentiellement les recettes publicitaires qui correspondent à peu près à 80% du chiffre d'affaires de Google, donc c'est très important évidemment. Eh bien, les recettes publicitaires lui ont rapporté 42,6 milliards contre 40 milliards l'année dernière à la même époque. Donc ça a été salué. YouTube, hein, sa filiale, renoue aussi avec la croissance après plusieurs trimestres de baisse. Donc effectivement, Google, qui est un peu un baromètre de la publicité en ligne, eh bien, a surpris positivement. D'ailleurs, le cloud aussi commence à lui rapporter de l'argent puisqu'elle dégage un profit de 395 millions de dollars. Donc ça, c'est pour Google. Ensuite, Meta, ça a été encore meilleur puisque le titre a, lui, progressé à l'ouverture de 7%. Et effectivement, la maison mère donc de Facebook, Instagram, WhatsApp a dégagé un bénéfice net de 7,8 milliards de dollars. Donc c'est considérable, un bénéfice juste sur un trimestre de plus de 7 milliards de dollars, c'est quand même énorme. Et c'est une hausse aussi de 16% au-dessus du consensus. Et en fait, ce qui marche très bien alors j'allais dire pour Facebook, mais en fait c'est Meta maintenant. Mais ce qui marche très bien, c'est les réels qui sont essentiellement sur Instagram et sur Facebook. Effectivement, les réels ont délivré un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars contre 3 milliards de dollars à la même époque l'année dernière. Donc en fait, on voit qu'il y a une progression très forte, effectivement, des revenus publicitaires sur les réels. Voilà, donc en fait, ça a boosté les ventes de Meta. Et donc, les analystes ont été et les opérateurs, les gérants de portefeuille ont été très surpris positivement et ont salué les résultats puisque le titre a fortement progressé. Et d'ailleurs, il progresse de plus de 110% depuis le début de l'année. Donc, il y a un très bel repris, très beau recovery de la part de Meta. C'est une des actions d'ailleurs qui performe le mieux depuis le début de l'année. Ouais. Puis aussi Meta, il y a eu récemment le lancement de Fred, donc ça crée encore une nouvelle application qui se rajoute justement à leurs outils. Donc faudra suivre ça. Et on a l'impression que l'année précédente, on parlait du métaverse et des dépenses dingues du métaverse de Mark Zuckerberg, hein, avec Reality Labs. Mm. Là, on a l'impression que ça a été un peu oublié, un peu effacé par les investisseurs, hein, parce que
justement les résultats sont plutôt salués. Et puis la troisième grosse entreprise américaine dont tu voulais parler, c'était Microsoft. Et là, Microsoft, contrairement à Google et à Facebook, elle a un peu déçu les investisseurs et Ouais. elle perd du terrain justement. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que Microsoft nous avait habitués, hein, en général à des très bonnes publications et à une progression du cours de bourse. Et là, pour le coup, bah, ça a été l'inverse, puisque le titre a perdu 3% le jour de sa publication. Elle a encore perdu 2,5% hier. Et effectivement, alors c'est pas parce que les résultats sont mauvais finalement, hein, loin de là, hein, puisque quand même, je regardais le bénéfice net sur le trimestre, il est quand même à 20 milliards. Un bénéfice de 20 milliards, ça a augmenté de 20%, donc c'est pas du tout à ce niveau-là que c'est inquiétant. C'est en fait dans sa branche cloud. En fait, c'est effectivement ça. C'est une des plus grosses parties de ses revenus, hein, le cloud, et sa filiale Azure, du coup, eh bien, ralentit dans la progression. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une baisse, hein, c'est juste que la croissance ralentit. Par exemple, l'année dernière, la croissance d'Azure, c'était 46%, et maintenant, c'est plus que 27%. Bon, on est quand même sur des croissances qui sont à deux chiffres, donc c'est pas non plus si mauvais. Mais effectivement, les investisseurs sont très, on va dire, exigeants avec Microsoft. Et effectivement, une petite légère déception, eh ben, provoque eh bien comment dire des baisses du cours de bourse. Il y a aussi le fait que en fait le Microsoft allait proposer à ses clients de payer 30 $ par mois pour avoir accès à son assistant intelligence artificielle dans ses logiciels Office. Donc ça aussi, bon, c'est peut-être une bonne nouvelle en termes de chiffre d'affaires, mais c'est payer pour avoir eh bien l'intelligence artificielle dans les logiciels Office, sachant que c'est gratuit, par exemple pour ChatGPT, ben c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle. C'est ce qui a été sanctionné aussi par les investisseurs. Voilà. Donc, Donc donc on bon, le c'est voit, hein, une Microsoft, déception. Hmm. au contraire de Google, hein, qui lui a son cloud qui progresse. Et on le sait aujourd'hui pour les géants du web, le cloud c'est quand même un secteur stratégique et c'est un secteur qui représente quand même une grosse partie du chiffre d'affaires, hein, que ce soit pour Google, Amazon encore plus avec AWS, mais aussi Microsoft. Donc c'est ça aussi qui déçoit. Autre chose aussi pour Microsoft qui peut aussi expliquer la récente baisse, c'est le fait que le deal avec Activision, il devait racheter justement Activision est en train de se faire annuler par l'autorité de la concurrence britannique et il semblerait qu'en fait l'opération ne va pas avoir lieu, ce qui pourrait aussi expliquer un recul de Microsoft. On aura Hmm. encore plein de résultats à suivre dans les semaines qui viennent aux États-Unis. Ça va continuer. Donc là, c'était les gros, mais la semaine prochaine sera aussi animée, notamment le 3 août, on aura Amazon et on aura d'autres boîtes aussi à suivre. On a eu Spotify aussi, qui elle a réalisé des résultats plutôt bons aux États-Unis, qui méritent d'être mentionnés. Et puis sinon, ça a été un Ouais. semestre On peut plutôt dire aussi, en accord. on peut ajouter que Snapchat aussi a vraiment déçu puisque le titre a perdu 20%. Et c'est vrai que les trimestres se suivent et se ressemblent un peu pour Snap, qui pâtit en fait de la concurrence de TikTok, d'Instagram, etc. Ouais. Je suis plus sûr que ce soit très à la mode Ouais, Snap. voilà, Donc c'est ça. c'est sûr que là on est sous les 10 dollars, il me semble maintenant Snap. On revient en tout cas vers les 10 dollars l'action. Hmm. Mais on va revenir en France. Alors en France, on a eu plusieurs entreprises qui ont publié, notamment LVMH, Hermès, Stellantis aussi, sur lesquels bon c'est pas français, mais on va y revenir. Donc on a eu en Europe pas mal d'entreprises qui ont publié. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement des résultats et Ouais. qu'est-ce que tu as retenu en Europe? Quels sont les résultats qui t'ont soit marqué, soit déçu? Oui, alors effectivement, déjà, il y a 80% des entreprises du CAC 40 qui ont publié cette semaine, donc c'est énorme, hein, donc ça fait à peu près plus de 35 sociétés, mais je vais pas y revenir.
Sur toutes, évidemment. Non, ce qui est sûr, c'est que le luxe, c'est très important puisque c'est une énorme part c'est la plus grosse part de la cote en France. Et alors, du coup, on a LVMH qui a déçu. LVMH qui a perdu 5% le jour de sa publication, qui a déçu, mais très légèrement. Il faut quand même relativiser, hein, parce que quand LVMH déçoit, c'est à la marge. C'est juste que la déception est venue des États-Unis où le chiffre d'affaires a reculé de 1%. Et la marge opérationnelle du groupe a très légèrement reculé. Elle est passée de 27,9 à 27,4. Donc c'est très léger. Mais effectivement, la moindre déception est sanctionnée. En revanche, le chiffre d'affaires et le résultat net ont bondi, hein, encore, hein, plus de 17% pour le chiffre d'affaires, 30% pour le bénéfice. Donc en fait, pas lieu de s'inquiéter pour LVMH, mais on est quand même à des niveaux tellement hauts sur l'action que, eh bien, voilà, la moindre petite déception est sanctionnée. À l'inverse, Hermès, ça n'a pas été le cas, hein, puisqu'Hermès a publié ce matin et ça a été des très bons chiffres, puisque la marge opérationnelle ressort à 44%. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Hein, c'est du jamais vu. Hein. Enfin, c'est la plus forte marge pour l'entreprise du CAC. Hein. 44% de marge, c'est énorme. Du coup, le titre est salué ce matin puisqu'il prend 2,5%. Alors du côté du secteur auto, effectivement, c'était plutôt des bonnes surprises. Alors Stellantis, effectivement, a impressionné. Le titre a pris 8% en 2 séances. Et effectivement, c'est aussi la marge opérationnelle qui ressort très, très haut, à plus de 14%. C'est 2 fois supérieur quasiment à la moyenne du secteur. Et on a un chiffre d'affaires aussi record, quasiment 100 milliards de chiffre d'affaires sur le premier semestre. Donc c'est vraiment des très très bons chiffres pour Stellantis qui effectivement, alors sans aller trop dans les détails, mais en fait finalement arrive à vendre ses produits, enfin ses véhicules qui sont les plus margés, qui ont la plus forte, enfin des modèles qui ont la plus forte marge en fait. Donc ça c'est assez fort et aussi ils n'ont pas vraiment de dépenses en R&D. En fait, le fait d'avoir fusionné, alors pour rappel, Stellantis c'est la fusion entre Fiat Chrysler d'un côté et Peugeot Citroën de l'autre, avec toutes les marques qu'il y a derrière. Et du coup, il y a des économies d'échelle, économies de R&D et des synergies aussi qui sont vraiment très impressionnantes, meilleures qu'attendues. Donc voilà, c'est plutôt ça a été plutôt bon. Renault aussi a publié de bons chiffres. La marge aussi qui est très bonne. Alors bien inférieur à Stellantis, hein, qui est de Stellantis, je rappelle, c'est 14%. Là, on est sur une marge à 7%. Mais c'est une marge qui est supérieure aux attentes et qui aussi est au plus haut depuis 2017. Donc, c'est aussi on va dire que la restructuration de Renault par Lucas De Meo, hein, le nouveau PDG, fonctionne, commence à porter ses fruits. Et donc, ça a été salué aussi en bourse. Du côté des déceptions, on va retrouver Téléperformance, hein, qui a perdu 14% lors de sa publication, qui a baissé ses prévisions. Donc, en fait, toute entreprise qui abaisse ses prévisions est sanctionnée de manière importante. On l'a vu avec Atos aussi, qui a perdu 10%. Enfin bon, très peu de sociétés quand même ont baissé leur prévision pour le reste de l'année. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de grosses baisses. On le voit même malgré un contexte plutôt compliqué. Moi, j'ai suivi Fnac Darty, j'ai suivi Ouais. Bouygues qui ont réalisé des résultats assez impressionnants sur le premier semestre, etc. Et on le voit, malgré un contexte inflationniste, etc., les gens continuent à dépenser. La croissance et les dépenses dans les entreprises ont toujours lieu. C'est un semestre qui est pas si catastrophique que ça, avec plutôt des résultats corrects pour la majorité des entreprises. Tu l'as dit, en général, dès qu'on a déçu un peu lors de ce semestre-là, ça a vite corrigé avec Téléperformance ou Atos. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, si je puis dire, cette semaine a été aussi accompagnée des discours des banques centrales Ouais. qui ont décidé en pleine saison des résultats d'augmenter les taux. Alors on s'y attendait un petit peu. Est-ce que Mm. tu veux revenir rapidement dessus? On a eu une hausse de 25 points de base aux États-Unis et en Europe. Euh, Qu'est-ce que Ouais. tu peux nous en dire? Et est-ce qu'on peut s'attendre désormais à un pivot et peut-être éventuellement
baisse des taux vers la fin de l'année ou c'est pas à envisager? Alors, baisse des taux avant la fin de l'année, ça paraît compliqué. Mais effectivement, un point pivot, c'est-à-dire une pause dans la hausse des taux, c'est plus que probable. D'ailleurs, Christine Lagarde a un peu ouvert la voie sur justement ce niveau ou pivot où justement là on aurait une pause sur la réunion de septembre. Donc effectivement, pas vraiment de surprise, et même aucune surprise. On attendait des hausses de taux de la Fed et de la BCE, donc ça c'est ce qui était attendu. En revanche, effectivement, on reste assez dans le flou, c'est-à-dire que les banques centrales nous disent qu'elles sont toujours data dépendantes, c'est-à-dire dépendantes des data, des données macroéconomiques. Et du coup, voilà, on va attendre de voir. C'est vrai que le PIB US hier est ressorti à plus 2,4%, donc largement au-dessus des attentes. Là, on nous prédisait une récession aux États-Unis, ben, elle arrive toujours pas. Donc voilà, et en fait, et c'est vrai que maintenant, ben, on pourrait avoir une pause dans la hausse des taux. Et c'est des événements qui sont un peu passés au second plan par rapport aux résultats d'entreprise qui, elles, vraiment font l'actualité. Mais voilà, pas vraiment aucune surprise et pas vraiment de nouveauté finalement dans les discours des banquiers centraux. Mais écoute, merci pour ces informations. Je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine, hein. Ouais, On va continuer de toute façon la richement. période des résultats parce que c'est pas terminé, donc Mm. on en aura encore d'autres. Nous, on est toujours là pour le moment jusqu'à mi-août pour analyser et commenter dans ce podcast justement les actualités économiques et financières. Donc, on reviendra aussi sur les prochains résultats. Antoine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour l'épisode de cette semaine ou on a fait le tour? Bah écoute, non, non, on a fait le tour. Je pense que c'était très riche en publications. On a essayé de couvrir la majeure partie. Et maintenant, on va attendre la semaine prochaine, comme tu l'as dit, Amazon, Apple. Et donc, on aura quand même encore de quoi dire pour les prochains épisodes. Eh ben, écoutez, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos comptes Itoro ou directement sur les différents réseaux, que ce soit Twitter ou YouTube. Et puis, on vous remercie d'avoir suivi ce podcast en entier si vous êtes arrivé jusque-là. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.